Bonsoir. L'émission Décryptage de ce soir reçoit pour vous le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, UNU-Congo, Michel Njombo, avec qui nous allons parler de son mandat, nous allons parler aussi de tout ce qu'il a eu à accomplir et puis des perspectives de cette organisation patronale. Bonsoir, président Michel Njombo. Bonsoir. Alors, quel est l'état de lieu de votre organisation patronale? Écoutez, UNU-Congo, comme j'ai l'habitude de le dire, suit les mêmes cycles que l'économie. C'est-à-dire lorsque l'économie se contracte, lorsque les acteurs du secteur privé souffrent ou sont en difficulté, on le ressent tout de suite au niveau d'UNU-Congo, avec un nombre de problématiques qui nous sont remontées plus nombreuses, avec quelques cessations d'activité qui font baisser le nombre de nos membres, avec une dynamique dans les échanges entre nous et nos partenaires publics impactés par ce cycle économique. Et UNU-Congo n'y échappant pas, nous avons depuis 2014 eu une contraction, on va dire un pas de recul, même dans la relation ou dans les échanges avec les pouvoirs publics, où nous avons senti une distanciation. Et avec mon mandat est arrivée une volonté qui a coïncidé de redynamisation de l'écosystème économique, un accompagnement de nos adhérents et des sociétés du secteur privé vers la relance de leurs activités. Et le corollaire de la relance des activités, c'est la relance du dialogue. Et donc, il nous fallait aussi revenir auprès du gouvernement pour de nouveau exprimer notre volonté d'être un partenaire constructif du dialogue avec le gouvernement. Alors, c'est ce que vous avez pu faire. Il y a eu aussi, entre autres, dans le fonctionnement, dans votre mandat, il y a eu aussi la situation, la morosité de la situation socio-économique et influée, financière, qui a influé aussi sur le fonctionnement des entreprises locales. Alors, qu'est-ce que l'UNU-Congo a fait pour rassurer, pour accompagner les entreprises membres de ces regroupements patronaux? Écoutez, nous sommes dans une économie qui est faiblement diversifiée et elle est donc tributaire des chocs exogènes qui lui sont imposés du fait de dépendre d'une matière première dont les prix sont fixés ailleurs et du fait de la faible transformation de cette matière première, on parle des hydrocarbures pour les nommer, et du peu de développement du tissu industriel local, ce qui fait que nous subissons très régulièrement des turbulences qu'il nous faut absorber. Au-delà de ces turbulences qui nous sont imposées par la conjoncture internationale, on a des sujets très importants au niveau national, des sujets autour de la disponibilité de l'énergie, qui a un impact, ou plutôt de son indisponibilité, qui a un impact sur les coûts de production. On a divers sujets également autour de la fiscalité dans certains secteurs. On a un certain nombre de réformes qui ont été prises, de notre point de vue, dans certains secteurs de façon un peu brutale. Donc, ce que nous avons fait pour nos adhérents, c'est porter un certain nombre de plaidoyers pour qu'ils puissent absorber les chocs liés à l'économie en allégeant un certain nombre d'éléments de fiscalité, en améliorant la fiscalité dans certains secteurs, en faisant évoluer aussi le cadre, on va dire, de la relation avec certaines régies qui étaient un peu, on va dire, qui mettaient de la pression sur les entreprises. Donc, on a établi un dialogue assez constructif. Je pense par exemple à la Direction générale des impôts, dont on disait elle exerçait beaucoup trop de pression sur les sociétés, et on a intervenu régulièrement, on a discuté régulièrement avec la DGID pour rendre un peu plus prévisible le cadre fiscal. Ensuite, dans certains secteurs, on intervient régulièrement pour faire des propositions, donner des suggestions pour les réformes qui sont entreprises, pour nous assurer que ces réformes ne viennent pas rajouter à la morosité ambiante, ne viennent pas détériorer encore plus les conditions d'exercice des activités des entreprises établies au Congo. J'ai quelques secteurs comme ça à l'esprit, on pourra éventuellement les évoquer. Mais oui, vous pouvez les évoquer. Le secteur de la forêt, par exemple. Le secteur de la forêt, nous sommes montés au créneau de façon très régulière parce qu'il y a eu un certain nombre de réformes qui, d'abord, ont interdit l'exportation de bois non transformé, et ensuite qui ont voulu mettre en place le partage de production. Et cette réforme-là, ou la façon que cette réforme a été en train d'être menée,
était de notre point de vue assez symptomatique des difficultés que nous avions. Mais je pense qu'on est en train d'en sortir, des difficultés que nous avions dans le dialogue public-privé, où un certain nombre de réformes étaient mises en œuvre sans toutefois en mesurer l'impact économique, l'impact sur l'activité, l'impact sur l'emploi, et des fois même dans la recherche de maximisation des recettes, quelque part on dépouillait certaines institutions pour en habiller d'autres, c'est-à-dire qu'on croyait avoir généré des recettes en plus, sauf qu'on avait une baisse de l'emploi, donc une baisse potentiellement des cotisations sociales, des impôts sur les salaires, etc. Et donc, si Unicongo est intervenu en particulier sur certaines de ces réformes, c'est aussi pour remettre au centre de la réflexion cette nécessaire analyse de l'impact socio-économique des réformes que le gouvernement entreprend. Mais tout en faisant cela, nous avons toujours insisté pour nous présenter comme une force d'opinion constructive, une force qui participe à la recherche de solutions plutôt qu'une force presque, je dirais, réactionnaire qui vient s'opposer aux mesures. Concrètement, dans ce secteur-là, avez-vous trouvé, dans le secteur forestier, avez-vous trouvé gain de cause? Je dirais que nous avons incité le gouvernement à étudier de façon plus attentive la réforme, en particulier, j'ai à l'esprit celle du partage de production. Jusqu'à aujourd'hui, la réforme n'a pas été mise en œuvre. C'est bien que notre voix ait été entendue pour que le gouvernement réfléchisse de nouveau à comment mieux mettre en œuvre cette réforme. Ça fait 2 ans déjà que la réforme a été mise sur la table, elle n'est toujours pas appliquée. Et il y a eu une étude de fait sur la faisabilité du mécanisme de partage de production. Nous en attendons les conclusions, mais nous étions à 2 doigts à ce que cette mesure soit appliquée presque, on va dire, au forceps. Et notre intervention a fait que cette mesure soit de nouveau réévaluée, revue, voilà. Mais il y a d'autres exemples. Vous savez aussi que le secteur privé que je représente est autour de table de la CAMU, la Caisse d'assurance maladie universelle. Justement, on va en parler, oui, tout à fait. Sujet très important. Et là encore, le secteur privé essaye d'être celui qui apporte un peu la réflexion sur la méthode utilisée, peut-être en encourageant à prendre un pas de recul, à changer d'approche. C'est très souvent ce sur quoi nous essayons de plaider. Votre approche consiste notamment à faire quoi? Sur la CAMU en particulier? Sur la CAMU en particulier, oui. Sur la CAMU, écoutez, la CAMU, dans notre esprit, aurait dû être une couverture assurance maladie pour les personnes qui ne sont pas en capacité de se soigner, qui ne sont pas en capacité de payer leurs soins. Et donc, ça aurait dû être pour les personnes vulnérables, pour les retraités, éventuellement pour les gens qui sont dans l'informel. On aurait pu élargir aux étudiants, un certain nombre de catégories. Mais de notre point de vue, il y a eu une erreur de fait dans le ciblage et on a voulu rendre cette caisse d'assurance maladie, on a voulu la rendre universelle. Et la difficulté de la rendre universelle, c'est que elle toucherait également un pan de la population qui est déjà couvert ou qui a les moyens de financer sa santé. À cela, on nous a opposé au moment où les discussions avaient lieu le fait que c'était aussi quelque part une caisse qui appelait à la solidarité nationale. C'est-à-dire que si vous considérez que vous êtes en capacité de payer votre santé, considérez donc que la cotisation que vous faites est une cotisation pour payer la santé de gens qui ne peuvent pas, eux, se soigner. Or, de ce postulat, on part que ceux qui ont les moyens de se soigner sont capables de cotiser suffisamment pour couvrir les besoins de toute la population. Or, en faisant une analyse très simple du business model de la CAMU, on se rend compte que si l'État, en tant que cotisant pour les personnes dont il a la charge, ne cotise pas, la CAMU ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a alerté à plusieurs reprises, la viabilité de la caisse si seules les personnes en capacité de cotiser dans le secteur privé étaient les seuls cotisants. La viabilité de la caisse est totalement remise en cause et on le voit. La CAMU a du mal à démarrer parce que, on va dire, les pouvoirs publics n'ont pas encore fini l'enrôlement de tous les fonctionnaires, de tous les retraités, de toutes les personnes vulnérables dont ils ont la charge. Voilà, donc c'est la difficulté principale, c'est qu'aujourd'hui, la CAMU telle qu'elle est en train d'être déployée... le patronat devait intervenir dans la CAMU, la mise en œuvre de la CAMU? Écoutez, nous on plaide pour que pour toute mesure, dès la réflexion initiale, nous soyons autour de la table pour pouvoir éventuellement faire des propositions, pour intervenir sur la réflexion sur le modèle même de fonctionnement, pour pouvoir éventuellement, lorsqu'il y a lieu
alerter sur des difficultés dans la mise en œuvre potentielle une fois que la mesure sera mise sur la table. Parce que je disais un mot tout à l'heure, j'ai utilisé un mot pour dire que nous ne sommes pas réactionnaires. Le mot réactionnaire est important. Lorsque vous n'êtes pas à la table de discussion au début et qu'on veut passer une réforme au forceps et que vous réagissez, vous êtes dans la réaction. Vous pouvez être perçu comme étant quelque part une force de revendication permanente, de réaction. Vous êtes toujours en train de vous plaindre de mesures. Or, si des mesures sont co-construites, vous n'étiez pas associé. Pas du tout. Et dans les négociations, tout ce qui était tractation concernant la mise en œuvre de la CAMU. Pas du tout. Même pas, vous allez même vous étonner. Aujourd'hui, parmi les parties prenantes, il y a les FOSA, les formations sanitaires. Même les formations sanitaires n'étaient pas dans les discussions initiales. Il y a aujourd'hui certaines parties prenantes, les assurances santé privées. Les assurances santé privées n'étaient pas non plus dans les discussions. Et ça, c'est un élément sur lequel on doit revenir. Très souvent, nos partenaires publics considèrent que, à arriver au bout du processus de structuration des mesures, au moment où les mesures sont appliquées, on vous appelle dans la salle, on fait une très large communication et on considère vous informer. Voilà, et on considère qu'on vous a fait entrer dans le processus. Non, vous nous avez informé que la réforme est en train d'être mise en œuvre. C'est pas la même chose. Voilà. Mais une fois que j'ai dit ça, tout de même, il faudrait être juste et dire que on sent une prise de conscience de cela. On a prise de conscience de l'importance de nous intégrer, oui, des pouvoirs publics, de l'importance de nous intégrer dans le processus de réflexion. On a de plus en plus de sollicitations. On a été par exemple sollicité sur la charte nationale des investissements qui est en train d'être revue, pour laquelle je dois dire tout de même que c'est nous qui avons porté le plaidoyer pour sa refonte. Et on a été sollicité pour contribuer. On a très largement contribué. On a la loi des finances sur laquelle on était régulièrement consulté mais jamais écouté. Je dirais que c'est la première loi des finances depuis quelques années, depuis que je suis actif dans le secteur privé, où des doléances du secteur privé ont été prises en compte. Voilà, donc je ne serais pas juste si je ne pouvais que me plaindre du fait que dans le passé, on n'ait pas été écouté, pas été associé à la réflexion, alors que maintenant, on sent qu'il y a un certain nombre de réformes. Il y a cette dynamique là où on associe les partenaires privés dans les négociations. Très clairement. Après, j'aimerais attendre un peu pour me rassurer que c'est pas une question de personne. C'est-à-dire que c'est pas certains des interlocuteurs que nous avons aujourd'hui qui sont particulièrement à l'écoute. Il faudrait que ça aille au-delà des personnes, que ce soit institué comme une pratique normale. Voilà, donc on verra dans les mois à venir est-ce que cette pratique s'institue, s'ancre dans les habitudes. Est-ce qu'aujourd'hui l'État peut-il compter avec les partenaires pour la diversification de l'économie congolaise? Le secteur privé est le premier employeur du pays. Donc nous avons la voix prépondérante. Lorsqu'on pose la question telle que combien, président il y a environ 400 000 personnes qui cotisent à la SNCS. Dans ces 400 000 personnes, vous enlevez les quelques sociétés publiques, la EKRC, la LCDE, Congo Télécom, bien que on n'a pas de raison en réalité de les enlever parce que c'est des sociétés de droit privé. Aujourd'hui, ce sont des SA. Mais considérant des sociétés qui ont de l'actionnariat purement public, à la louche, je dirais, vous enlevez 50 000 cotisants qui sont liés à ces sociétés. Les 350 000 autres sont en quasi-totalité des employés des sociétés adhérentes d'Unicongo. Voilà. Donc, nous sommes partie prenante. Ensuite, nous incitons nos adhérents à faire une mue vers la production locale. On a par exemple des commerçants qu'on encourage très fortement à se muer en industriel. On a quelques exemples très concrets où on avait des importateurs de farine qui ont créé une minoterie, qui sont devenus des importateurs de blé. On ne peut pas ne pas importer du blé malheureusement parce qu'il ne pousse pas au Congo. Donc, mais il y a au moins cette transformation locale pour avoir de la farine transformée localement. On en a d'autres qui étaient des importateurs de savon, qui ont créé des usines de savon et qui aujourd'hui produisent à Pointe-Noire. J'ai un adhérent à l'esprit. Il y a une société que j'ai visitée il y a 1 mois et demi qui est dans le sud de Brazzaville, qui produit 12 millions de chaussures en plastique, des tongs, des claquettes, etc. Des seaux, des chaussures, des tables, des chaises, tout type de produits plastiques. Donc, c'est une usine de plasturgie. Pourquoi je le mentionne? Pourquoi je vous dis le chiffre de 12 millions? Quand on réalise 12 millions par mois. Voilà, 12 millions, ça veut dire que chaque Congolais peut acheter auprès de cette usine 2 chaussures par an
et ils sont en capacité de les fournir. Vous voyez un peu le volume de production. Mais pourquoi je le mentionne? Mes adhérents qui sont basés à Pointe-Noire, qui sont dans la place Surgy, pendant des années se sont plaints que il y avait la concurrence du marché de la RDC. Il fallait qu'on réfléchisse à comment agir pour limiter les importations. Mais quelque part, on s'est dit, si on a des importations du marché de la RDC, si elles sont faites légalement, en payant la douane et qu'elles restent moins chères, le si est très important, mais imaginons qu'elles sont faites légalement et qu'elles sont moins chères, ça veut dire que quelque part, la production locale n'est pas compétitive. Et ben, cet acteur-là est monté à l'échelle en produisant de tels volumes qu'il a descendu ses prix grâce à un effet d'échelle. Et aujourd'hui, il est plus compétitif que certaines petites usines en RDC. Et il n'y a quasiment plus d'importation de plastique au Congo et en particulier à Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il a inondé le marché et il me dit que maintenant, 40% de sa production est exportée à Kinshasa. Oui. Ouais, donc il y a un grand marché en voilà, face. Oui, tout à fait, il faut savoir en profiter. Oui. Donc il y a une dynamique. Je suis assez à l'aise quand on parle de diversification de l'économie sur la volonté des sociétés du secteur privé d'agir. Maintenant, là où on est un peu moins à l'aise, c'est qu'il y a encore des éléments dans l'environnement des affaires, dans le cadre réglementaire, dans la visibilité dans l'évolution du cadre réglementaire. On veut s'assurer que lorsqu'on commence à exploiter dans certaines conditions, qu'on lève des financements avec un business model, avec un retour sur investissement planifié, que pendant l'exécution de son projet, que les conditions ne changent pas au point de remettre en cause votre rentabilité. Et c'est sur ce sujet-là, des fois, que on a quelques mauvaises surprises sur lesquelles il nous faut encore travailler avec le gouvernement pour nous assurer que on assure une certaine pérennité. Quels sont les facteurs qui entravent la pérennité, Écoutez, notamment dans le secteur privé? Vous avez des fois des codes qui sortent, donc une loi qui sort et qui peut dire que de nouvelles conditions vont s'appliquer dans un secteur et remettre en cause les conditions qui existaient, et des fois de façon très importante. Il y a par exemple un code minier qui est à l'étude en ce moment, qui va être adopté bientôt, qui introduit le partage de production dans le secteur minier. On voit certes que le secteur minier a peine à démarrer, mais il y a des sociétés qui ont déjà démarré. On a par exemple Soremi, on a Luyen des Mines, on a Cominco qui est prêt à démarrer, on a Ulsan à Mayoko qui est en train d'étudier la possibilité de rénover le CFCO, investir. Ils ont levé d'ailleurs des fonds à l'international pour commencer à rénover le CFCO pour exploiter. Mais là, on va adopter un nouveau code qui introduit maintenant le partage de production. Le partage de production, sans rentrer dans le fond pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On peut simplement dire que lorsque vous avez prévu un business model où vous ne partagiez pas votre production avec les pouvoirs publics, et maintenant vous devez le faire, ça remet en cause la rentabilité du projet. Il faut s'assurer que et au ça départ, a du dans sens. ce secteur-là, on n'avait pas prévu ce mécanisme-là de partage de production. Non, c'est une volonté, on le sent bien dans le secteur extractif, d'introduire le partage de production dans tout. Mais encore une fois, il est important parce que les pouvoirs publics ont le droit de faire évoluer le cadre réglementaire et on ne peut pas s'y opposer. C'est le droit régalien de l'État de poser le cadre et de le faire évoluer. C'est normal dans la vie d'un État et de son économie que le cadre évolue. Simplement, il faudrait à chaque fois que les nouveaux codes sont pris, qu'on réfléchisse aux éléments dans ce code qui pourraient potentiellement être destructeurs pour l'activité existante. Et vous souhaiteriez qu'on vous associe Évidemment, en amont. ça s'impose. Est-ce qu'il y a lieu de dire qu'il y a des fondements, on est en train d'assainir le cadre macroéconomique du pays pour permettre aux Congolais de se lancer dans ce secteur porteur? Il y a clairement de la volonté. Il y a clairement de la volonté d'assainir. Par exemple, je disais la Charte nationale des investissements qui est en train d'être fondée, l'écoute que nous avons eue sur la loi des finances. Rien qu'un exemple. Il y avait depuis quelques décennies au Congo une mesure qui était le contrôle aux frontières du quitus de la SENSES, c'est-à-dire que vous deviez prouver avant de quitter le Congo que vous aviez payé votre SENSES. Or, il arrive des cas où vous payez régulièrement votre SENSES, vous subissez un contrôle la Caisse nationale de sécurité sociale. Caisse nationale de sécurité sociale. Vous subissez un contrôle, on veut vous redresser, vous êtes dans la discussion. Peut-être vous allez même en contentieux pour remettre en cause un redressement qu'on tente de vous faire. Mais dans cette situation-là, on ne peut pas vous donner le quitus SENSES parce que on considère que vous n'êtes pas en règle avec la SENSES. Vous êtes dans une discussion sur un contrôle. Et ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui est dans une discussion avec la SENSES ne peut plus quitter le territoire, un peu comme un criminel. C'est terrible. Président Michel Njomo, l'année passée, plus précisément en juin 2025, vous avez organisé la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Alors,
Quels sont justement les acquis de cette rencontre qui a réuni le patronat économique au niveau de la francophonie qui est venu au Congo ici là. Alors quels sont les acquis, les retombées aujourd'hui, plus de 8 mois après? Très bien. Écoutez, déjà, l'AREF a été le plus grand rassemblement d'hommes d'affaires qui n'a jamais eu lieu au Congo. Vous avez eu près d'une vingtaine de présidents de patronat. Parmi ces présidents de patronat, vous en avez plusieurs qui sont des patrons de grandes banques internationales. Vous avez des grands industriels, vous avez des acteurs de premier plan de leur pays. On a reçu une forte délégation du MEDEF, le patronat français, avec le président du MEDEF. C'est la première fois aussi de notre histoire économique que le patron du MEDEF vient. Oui. Et lorsque le patron du MEDEF vient, ça envoie un signal particulier. Son organisation se met à s'intéresser à cette destination en se disant le patron est allé quelque part, il faut qu'on capitalise, qu'on aille voir quelles sont les opportunités d'investissement, qu'on mène des missions économiques, qu'on aille vers ces sociétés. Et donc, on est en train de prévoir une mission économique où le MEDEF viendra avec quelques sociétés pour regarder justement dans les secteurs, dans quel secteur en 2027, en début 2027, dans quel secteur on peut investir afin de participer quelque part à la diversification de l'économie que vous disiez tout à l'heure. Au-delà de ça, cette instance qu'est l'Alliance des patronats francophones nous permet de parler avec nos pairs africains et encourager aussi du co-investissement dans les pays les uns des autres. Il y a une société, par exemple, à Pointe-Noire qui s'appelle la Société des Grands Moulins du Phare. Elle appartenait à un groupe français qui est le groupe Castel. Donc, en fait, c'est le groupe Somdia qui était propriétaire et lui-même, il est propriétaire du groupe Castel. Castel, c'est le propriétaire de Bralico et de Saris également. Castel a décidé de se désengager des moulins, des minoteries, etc. Donc, SGMP, qui est la minoterie qu'ils avaient à Pointe-Noire, a été vendue. À qui? Au patron du patronat camerounais. Vous voyez, donc on est en train de construire des ponts grâce à ce type d'événement. Les gens, des fois, voient ça un peu de loin en disant, bon, c'est un forum de plus. Mais toutes ces venues qu'on a facilitées du patronat camerounais l'ont intéressé à racheter la SGMP. Vous voyez, on a des rapprochements qu'on est en train d'opérer avec la FEC, c'est la Fédération des entreprises du Congo. Cela fait partie des acquis de l'AREF. Regardez, il n'y a jamais eu de l'histoire récente du patronat des deux Congos une rencontre formelle entre les deux patronats. Dans les rencontres qu'on a organisées dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones, mon homologue et moi, on se dit, mais c'est pas normal qu'on se rencontre à Marrakech, à Paris, au Québec. On est les voisins habitants des deux villes les plus proches du monde, des pays frères, et on ne s'est jamais rencontrés. Dans les mois qui ont suivi notre précédente rencontre, avant la REF, donc on s'est rencontrés, je pense, en septembre à Marrakech, je crois. En décembre, on a eu une forte délégation de la FEC qui est venue à Brazzaville. Et nous devons leur renvoyer l'appareil. On est en train de préparer pour le mois de mai une délégation des acteurs économiques du Congo pour aller à Kinshasa. Mais il ne s'agit pas d'aller en voyage touristique. Quoique, nous aurons notre fédération de tourisme avec nous qui essaiera de nouer des relations là-bas pour développer des activités touristiques entre les deux bords. Prendre par exemple attache avec une société qui peut organiser des voyages touristiques ou alors des séjours où des gens de Kinshasa viendraient à Brazzaville passer des week-ends au Hilton des Tours Jumelles, au Kempinski, au Radisson ou dans tous les hôtels comme le Michael, tous les hôtels membres du Congo. Donc on est dans le concret. On est dans l'hyper concret. On va emmener, par exemple, les acteurs du BTP qui vont se parler de part et d'autre. C'est là, c'est dans le cadre du partage d'expérience. Tout à fait. On a, par exemple, le président de notre fédération BTP, Monsieur Atié, qui est le patron de MBTP, qui est présent dans les deux pays et qui nous demande à nous, Uni-Congo, de venir avec nous à RDC pour que, grâce à nos relations avec la FEC, on facilite ses activités de part et d'autre et on lui permet de développer ses activités là-bas et de faciliter éventuellement à des gens de là-bas de venir développer des choses avec lui. Donc, on est dans la construction de ponts et de relations entre les pays de l'espace francophone et la REF a été le point culminant de cela. Et Brazzaville est le petit pousset, pas tout à fait le petit pousset, mais n'est pas la plus grande économie de la CEMAC. Le Cameroun est la plus grande économie. Mais vous imaginez que lorsque nous sommes allés vendre la destination Brazzaville pour la REF, nous avons su trouver les arguments pour que l'organisation de la REF ne soit pas confiée, par exemple, au Cameroun. Il y avait comme candidat face à nous le Cambodge qui voulait organiser. On a réussi à avoir des discussions constructives avec le Cambodge pour convaincre le Cambodge de finalement nous céder la place pour que eux ils puissent l'organiser l'année prochaine.
Donc cette année en 2026. Donc c'est vraiment cette organisation-là et la REF qui chaque année a lieu dans un des pays membres, c'est quelque chose de très dynamique qui permet de façon très concrète de tisser des liens économiques. Depuis combien de temps que l'Unicongo fait partir de cette organisation? L'organisation a été créée en 2021, donc elle est très récente, elle a 5 ans et Unicongo est membre fondateur. Si vous êtes demandé de parler de vous, de vos actions, 4 ans à la tête de l'Unicongo, ce grand partenaire économique, que direz-vous? Je pense, et je l'ai beaucoup répété, donc peut-être que vous comprendrez que c'est un mot qui est au cœur de mon action, c'est le dialogue. La volonté de rétablir un dialogue constructif, c'est ce que j'ai vendu à mes adhérents. J'ai trouvé une union à ma prise de fonction qui était un peu démobilisée. Et l'un des facteurs de la démobilisation, c'est qu'elle ne se sentait plus écoutée. En face, j'ai trouvé des pouvoirs publics qui doutaient de la volonté constructive du patronat. Et je me suis dit, étant un fils du pays qui connaît les codes de part et d'autre, je suis issu du secteur privé, je connais les attentes de mes adhérents, je connais les attentes de mes collègues du secteur privé. Étant un fils du pays lié à quelqu'un qui a eu un parcours politique assez lent, je connais les attentes, je connais les perceptions de nos partenaires publics. Et je m'étais dit que quoi de mieux dans cette période un peu de démobilisation que de vendre ma capacité à reconnecter les deux parties. Et je pense que je ne vais pas manquer d'humilité en disant que j'y suis parvenu. Aujourd'hui, Unicongo est de nouveau sur la carte, identifié comme étant un partenaire de premier plan des pouvoirs publics. Nous sommes régulièrement sollicités. Je vous ai répété encore plusieurs fois un mot qui est revenu, donc le mot constructif. Nous sommes un partenaire constructif. C'était la clé de ma vision lorsque j'ai pris la présidence. Mais au-delà de ça, mes collaborateurs pourront le confirmer. J'ai aussi pris en main l'union au sens de l'institution pour la redynamiser. On a beaucoup rajeuni le staff. On a insufflé une nouvelle dynamique. On peut le voir à travers un outil tout simple. La newsletter aujourd'hui que publie Unicongo est un outil de communication très riche, mais pas qu'un outil de communication, un outil de plaidoyer, un outil d'information qui, quelque part, sert même à la mobilisation des adhérents parce que quand ils lisent tout ce que nous faisons pour eux, ça leur permet de se rassurer que des actions sont menées, qu'il y a vraiment du contenu derrière les mots qu'ils peuvent nous entendre prononcer dans les réunions que nous tenons. Alors, Président, on va ajuster, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je ne saurais souhaiter sans aborder un secteur que vous connaissez bien, le secteur agricole. Un secteur que le Congo dispose des atouts. Qu'est-ce qu'il faut faire, Président, pour développer ces secteurs-là? Écoutez, j'ai l'impression presque au cœur de toutes les questions que vous m'avez posées, il y a le sujet du dialogue et de l'implication du secteur privé. Les 3 dernières stratégies des 3 derniers ministres en charge de l'agriculture ont été très portées sur l'action publique, avec l'État au cœur du dispositif et très peu d'implication du secteur privé. C'est-à-dire que l'État faisait, l'État pointait le doigt vers la direction, l'État est même aujourd'hui avec les apps producteur. Mais nous pensons que c'est pas la bonne approche. L'État doit créer le cadre. Selon vous, la bonne approche, laquelle? L'État doit créer. Vous pouvez au moins suggérer. Tout à fait. L'État doit créer simplement le cadre, oui, faire l'accompagnement, faciliter sur les financements, parce que dans l'agriculture, les financements sont à maturité longue, doit remettre en place la formation professionnelle et qualifiante pour les métiers de l'agriculture, doit relancer la recherche agronomique. On peut planter autant qu'on veut de surface de maïs. Si on n'a pas les bonnes semences, ça ne sert à rien, les rendements ne seront jamais au rendez-vous. Or, nous avons une institution qui est l'Institut de recherche agronomique, l'IRA, qui était à la pointe de la recherche sur les semences améliorées. L'IRA, par exemple, a participé à la recherche sur le manioc pour le rendre résistant à la mosaïque, donc l'une des maladies que le manioc rencontre. Et tant que l'État ne remet pas en place les institutions qui soutiennent l'activité agricole, on bâtit sur du sable. Vous plantez des semences dont vous ne pouvez pas garantir la qualité, vous n'avez pas d'expertise locale, vous avez des tracteurs que vous ne savez pas réparer parce que vous n'avez pas de mécaniciens, vous avez des agronomes qui n'ont pas d'expérience, qui ont passé du temps dans les bureaux maintenant qu'on en voit sur le terrain. Il faut se concentrer sur le soutien au secteur privé. Et au secteur privé, la charge d'investir. On voit ce que Saris fait par exemple. Saris produit sur 10 000 hectares
de la canne à sucre, transforme cette canne à sucre, produit du sucre, et ça marche très bien. Trouvons les moyens à travers des financements de créer le saris du maïs, le saris du soja, le saris de l'huile de palme, et par ruissellement dans les bassins de production. C'est le cas même avec Saris. Dans les bassins de production où les industriels s'installent, il y a toujours des petits producteurs qui se greffent. Saris, par exemple, a un programme où ils accompagnent les petits producteurs de maïs de toute la région de la Bouenza. Donc, j'ai l'impression des fois que nos pouvoirs publics, je l'ai dit d'ailleurs dans notre dernière newsletter, ont une approche presque un romantisme rural. C'est-à-dire que on voit le développement de l'agriculture à travers cette belle image du paysan qu'on a doté avec une brouette, une houe, une pelle, les outils aratoires qu'on connaît. On lui a donné un sac d'engrais, des semences. Vas-y, on t'accompagne, on t'encourage à aller planter. Mais quel est le résultat? C'est une dispersion de moyens. Concentrons-nous sur des pôles agricoles. Il faut repenser l'économie dans ce secteur agricole. Totalement. La stratégie, je dirais même. La stratégie. Totalement. D'accord, ok. En tant que président de l'UNI Congo, alors y a-t-il des regrets dans tout ce que vous avez mis en place dans vos plaidoyers, dans vos recherches de solutions pour le bien-être du patronat congolais? Je dirais presque, mais c'est la cuisine interne d'UNI Congo, une frustration face à des moyens limités. UNI Congo reste une association qui vit des cotisations de ses adhérents, donc nous avons une capacité de mobilisation financière limitée. Si nous avions les moyens de certains partenaires au développement ou certains partenaires financiers du pays, on aurait réalisé nous-mêmes beaucoup plus, c'est-à-dire on aurait pu lancer des initiatives dans la formation, on aurait pu développer un certain nombre de projets, on aurait pu financer peut-être des projets de TPE, PME pour les aider à monter à l'échelle. Mais qu'à cela ne tienne, le fait de nous disposer que des moyens limités dont nous disposons oblige aussi à plus de flexibilité, à plus de réflexion pour trouver des solutions innovantes, c'est-à-dire aller travailler avec des partenaires, aller mobiliser des acteurs qui peuvent nous accompagner et développer une vision commune, développer un socle commun avec des projets clairement identifiés où nous allons solliciter nos adhérents pour mettre de l'argent au pot commun pour aller financer des projets en lien avec la RSE, dans la formation, dans la santé au travail, dans éventuellement le recyclage, les sujets autour de l'environnement, etc. Et donc, je me suis rendu compte, et peut-être un peu tard dans mon mandat, que nous n'arriverons pas à tout faire seuls. Et il fallait trouver le mécanisme pour engager la communauté au sens large à venir travailler, à venir se mettre autour de la table avec nous. Et donc, nous allons monter en puissance dans ce type d'initiative comme la commission RSE pour mobiliser le patronat pour qu'on monte à l'action, on monte au créneau sur un certain nombre de sujets et qu'on trouve le moyen de les financer. Alors, Président, nous allons chuter en parlant des perspectives, les perspectives de l'UNI, de votre organisation UNI Congo. Écoutez, un challenge qu'on a, et c'est pas seulement UNI Congo, c'est aussi côté pouvoir public, c'est la production de chiffres fiables, de perspectives fiables pour pouvoir se projeter. Il y a le sujet, par exemple le PND, on en parle régulièrement. Les pouvoirs publics se projettent à travers le PND. Nous aussi, quelque part, on va faire le même exercice, se projeter, développer une vision prospective. Et là où le bas blesse, c'est aujourd'hui, on ne dispose pas de chiffres suffisamment fiables. Donc, il nous faut travailler et on est en train de préparer ça avec la BAD, d'avoir un observatoire économique qui produirait des statistiques complémentaires qu'on pourrait reverser à l'INS, complémentaire à celle de l'INS, mais qu'on va partager avec l'INS ou la Direction Générale de l'Économie, qui nous permettrait de mener la réflexion sur comment développer un secteur en particulier. Par exemple, mener des études sur, prenant le secteur du mobile money, comprendre où on en est, quelles sont les perspectives, quel est le potentiel de marché, comment ça se passe ailleurs, pourquoi nous, par exemple, on a un certain niveau qu'on ne développe pas comme on peut le développer dans d'autres pays. Trouver les voies de développement de certains secteurs. Et pour cela, il faut des chiffres, il faut comprendre les enjeux dans certains secteurs. Donc, il faut encore qu'on puisse s'étoffer au niveau d'UNI Congo en recrutant des économistes. Et ça, c'est un vrai challenge. Trouver des économistes qui ont une vision, c'est pas facile dans notre environnement. Donc, du coup, s'il y en a qui m'écoutent, je les engage à nous contacter parce qu'on est à la recherche d'économistes qui peuvent nous accompagner dans cette vision prospective. Président, d'ici peu en novembre 2026, vous allez totaliser 4 ans à la tête de l'UNI Congo. Est-ce que vous allez encore postuler? Écoutez, je ne veux pas faire de faux suspense, donc je vais vous dire oui, je vais me présenter, j'espère pouvoir avoir le suffrage de mes adhérents. Malheureusement, une fois que j'ai dit ça, malheureusement, force est de constater que dans des structures telles que les nôtres, dans des associations, il y a ce que j'appelle moi régulièrement la conspiration du statu quo. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a fait ses preuves et il fait bien le job, quelque part on se dit, il n'a qu'à rester là.
Ouais, mais moi, je suis pas très fan de cette approche. Donc, depuis mon élection, et ceux qui me sont proches peuvent le confirmer, je prépare ma sortie en identifiant au sein du Nicongo qui pourra me remplacer. Vous voyez? Donc, certes, je me représente, mais je me représente pour préparer mon départ en lançant tout de même de grands projets dans le prochain mandat, dans la construction d'un siège du Nicongo à Brazzaville, mais quand même en préparant la sortie. Il faut que le relais soit assuré. OK. Il faut que le relais soit assuré, c'est par ces mots du président Michel Njomo, président de l'UNU Congo, que nous mettons fin à notre émission Décryptage de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.